Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler technique de nage en eau libre, que ce soit en course ou tout simplement pour le plaisir de nager et de découvrir de nouveaux paysages. Première partie, il y a certains exercices qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, que ce soit en eau libre avec la combinaison si on est en lac ou alors en eau salée. Pourquoi? Parce que la flottabilité, la ligne de corps, les pieds vont se maintenir plus facilement à la surface de l'eau. Donc les exercices qu'on ressentira le mieux en eau libre par rapport au bassin sont les exercices où on va ralentir exprès le mouvement, le temps de glisse. Et notamment sur le temps de glisse, on va parler roulis, parce que le fait d'engager le bras un peu plus loin devant, de prendre un peu plus le temps d'aller chercher le contact de son épaule avec son visage, baisse un peu la cadence de mouvement, ce qui fait qu'en bassin, les pieds auront tendance à couler un petit peu plus, même si on ne le ressent pas forcément énormément. Mais en eau libre, là on va sentir clairement une différence, que ça file tout seul, ça va beaucoup plus loin à chaque mouvement et on a plus le temps de ressentir la bonne sensation de l'engagement du bras loin devant et de se mettre de plus en plus sur la tranche, sur le côté. Deuxième catégorie d'exercices qui sont mieux à réaliser en eau libre, en eau de mer ou avec la combi en lac, ça va être de travailler son catch. Parce que son catch, on peut l'auto-évaluer en levant un peu la tête. Si on casse son alignement mécaniquement, les pieds tombent un peu plus en bassin. Et là, en eau salée, vous allez voir que directement, c'est beaucoup plus facile de maintenir un travail de qualité en prenant le temps sur son catch, parce qu'on va aussi chercher à le ralentir pour réussir à mieux le faire. Ce qu'il faut en fait, c'est deux choses. Un, je regarde devant pour voir comment je suis placé, pour m'auto-évaluer. Deux, je ralentis mon mouvement, parce que le fait de ralentir le mouvement, on va être plus précis ensuite dans ce qu'on fait. Troisième catégorie d'exercices qui sont mieux à réaliser en eau libre, ça va être tout le travail sur le retour aérien, notamment le début du retour aérien. Pourquoi? Parce que pour réussir un bon début de retour aérien où c'est le coude qui emmène la main vers l'avant, il faut prendre le temps, ralentir pour bien ressentir ce qu'on fait. Et ça, mécaniquement, quand on a les mains au niveau des cuisses en bassin, ça va couler beaucoup plus vite. Alors que là, en eau libre, on peut vraiment beaucoup plus prendre le temps de dégager le bras et ralentir encore plus qu'en bassin. Même pour un nageur qui aura une meilleure flottaison que quand on commence à nager sur le tard, il aura besoin de ressentir ces choses-là en eau salée ou avec la combinaison encore une fois pour justement pouvoir décomposer le mouvement encore plus et le ralentir. Et le fait de sortir la main de la poche, le fait de longer l'eau, on ralentit aussi mécaniquement là-dessus, on pourra être beaucoup plus précis dans ce mouvement-là de longer l'eau avec le bout des doigts pour guider le retour, pour guider le mouvement à 100% vers l'avant. Parce que encore une fois, le retour aérien, il est corrélé à ce qui se passe sous l'eau. Si on a un retour aérien qui revient bien vers l'avant, on aura beaucoup plus facilement un mouvement sous l'eau, un trajet sous-marin propulsif qui ira beaucoup plus facilement vers l'arrière. Donc le fait de nager en eau salée ou bien d'avoir la combi ou les deux permet de baisser les freins et donc de nager plus vite. C'est exactement ce qu'on recherche en course. On veut sortir le plus vite possible, pour les triathlètes aussi, en faisant le moins d'efforts possible. Et l'effet combinaison, l'effet eau salée fait que les pieds remontent et fait que les pieds sont moins utilisés qu'en bassin parce que on n'a pas besoin des jambes pour maintenir l'horizontalité. La combi, l'eau salée, va faire le boulot pour nous. Mais le problème également de la combinaison, c'est que ça va empêcher de garder son roulis, le roulis qu'on arrive à faire plus naturellement en bassin. Et le roulis, comme vous le savez, part des pieds. Ça veut dire qu'il faut quand même mettre l'accent avant les courses sur le fait de s'habituer à sa combinaison parce que moins de roulis veut dire on reste plus tout simplement à plat. Et si on reste à plat, ça crée plus de résistance à l'avancement. Donc ce qu'on veut, c'est garder le même roulis qu'on arrive à avoir en bassin, en eau libre avec sa combinaison. Et l'autre effet de la combinaison, c'est que oui, les pieds montent, mais le corps et la cage thoracique montent également, ce qui fait que les appuis, on les a aussi un peu plus haut. La main est tout simplement plus vers la surface de l'eau que vers le fond de la piscine quand on n'a pas la combi. Et même si c'est de quelques centimètres, des fois ça suffit pour perdre ses sensations et passer un peu plus au travers de ses appuis. Dans certains cas, même si c'est très peu de cas, c'est 10% voire 5% des cas, certaines personnes vont nager moins vite avec la combinaison à cause justement de cela. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est enfoncer la cage thoracique, immerger l'avant de son corps, donc exactement ce qu'on recherche à faire en bassin pour que ça fasse effet balancier et que les pieds remontent. Mais là, on cherche à faire cela pour que les appuis restent à la même profondeur que quand on nage en bassin. Et donc, qu'on garde la même efficacité sur ces appuis, aussi bien en bassin du coup qu'en eau libre. Alors bien sûr, ce travail d'immersion, il peut être aussi intéressant pour annuler les résistances qui sont à la surface de l'eau. Mais l'avantage quand on est en course et qu'il y a du monde, c'est qu'on peut se caler dans les pieds de quelqu'un et c'est la meilleure manière de briser les résistances qui sont à la surface parce que c'est la personne qui est devant qui va les prendre et nous on profitera justement de l'aspiration
et on va plus vite parce que justement on n'a pas ces résistances de surface qu'on appelle ces résistances de vagues, auxquelles je reviendrai dans la dernière partie où on parlera justement des conditions qui peuvent varier, notamment s'il y a des vagues, s'il y a de la houle. Une idée reçue que j'entends souvent, c'est qu'il faut nager à cadence forcément élevée en eau libre, ou en tout cas à cadence plus élevée qu'en bassin. La vérité, c'est qu'il faut se laisser son rythme, le rythme dont on a l'habitude, parce que ce qui se passe à haut niveau, c'est qu'il y a des nageurs forcément qui nagent à fréquence élevée. Si on prend un exemple de quelqu'un qui a fait bassin et eau libre, on pourrait prendre l'exemple de Paltrinieri tout simplement. Et il y a des nageurs qui sont à amplitude extrêmement élevée comme Romanchuk ou Sun Yang. Alors il y en a d'autres qui ont fait de l'eau libre qui étaient à bonne amplitude également comme Oussama Melouli par exemple, qui est champion olympique du 10 km et qui a fait aussi champion olympique du 1500. Donc des exemples comme ça, il y en a pas mal si on prend les deux extrêmes du spectre. La vérité, c'est qu'on se situe tous entre les deux et qu'il faut rester sur là où on se sent le mieux. Alors forcément, si les conditions sont bonnes, que l'eau est calme, là, on peut s'adapter et faire la bonne cadence qu'on veut, l'amplitude qu'on veut par rapport à nos points forts, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est plutôt musculaire, si on caricature, eh bien, il sera plutôt à cadence basse et donc à amplitude élevée, alors que quelqu'un qui est à cardio élevé, bien souvent, ce que je vois, en tout cas ce que je constate sur mes stages, c'est que la personne va être à une cadence élevée naturellement, sans que je lui demande quoi que ce soit. Et donc en fait, il faut tout simplement se laisser nager comme on le sent. Et à force de faire des séries, on va trouver sa bonne cadence, on va trouver sa bonne fréquence et sa bonne amplitude qui ne fait que d'évoluer au fur et à mesure que l'on progresse. Et donc qui dit cadence dit vitesse de nage. Et pour gérer en fait sa vitesse de nage, le plus simple en course, ça va être de gérer son expiration et son inspiration, son rythme respiratoire. Alors pour expirer, il faut trouver quelque chose qui nous permette de souffler et de vider un peu de CO2 pour réussir à inspirer derrière facilement. Si on souffle trop et on va mettre trop de temps à inspirer, et là on risque de rapidement paniquer. Si on souffle pas assez, mécaniquement aussi on va être vite essoufflé. Donc il faut trouver le bon volume à expirer pour soi, notamment si on nage plus de 2 minutes au 100 mètres, c'est souvent un des facteurs les plus limitants là-dessus. On a tendance à trop souffler parce qu'on écoute les conseils là-dessus où il faut vider tout son air. Et à l'inverse, quand on nage sur du 1,30 voire encore plus rapide, et là en fait on va expirer encore plus de volume d'air pour vider le CO2 et être capable d'enchaîner parce que le facteur limitant sera beaucoup plus là-dessus, alors que quelqu'un qui a plus de 2 minutes, il sera beaucoup plus sur sa technique de nage. Pour en revenir à l'expiration, c'est ce qui permet de contrôler son stress, de contrôler son souffle, de contrôler son allure, son énergie dépensée. Et forcément, au début, en mass start, sur des courses, on va partir un peu plus rapidement, que ce soit parce qu'il y a du monde ou juste par rapport à l'adrénaline. D'ailleurs, l'un est lié à l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le souffle qui va permettre de contrôler tout ça. Il ne faut pas se chercher à contrôler quoi que ce soit d'autre parce que ça serait une dépense d'énergie inutile. Si on se concentre sur sa manière de nager, ce n'est pas le moment de le faire. Il faut vraiment simplifier les choses au maximum. Et donc l'expiration permet de simplifier justement ces choses-là au maximum, même si on les aurait travaillées avant. Et on peut passer d'une expiration où au début on est sur une expiration bloquée sur le départ de la course parce qu'on est en mode je pars un peu plus vite, je suis en mode adrénaline, je suis en mode stress et c'est tout à fait logique et tout à fait normal. L'expiration bloquée, pour rappel, c'est si on est en 2 temps, on va bloquer le premier mouvement et expirer uniquement sur le deuxième mouvement. Et ensuite, quand on se met en vitesse de croisière, on peut passer sur une expiration, si on est à l'aise sur celle-là, en expiration continue, où on va souffler en continu, comme son nom l'indique, à chaque mouvement. Bien sûr, on peut avoir des mix entre ça, l'expiration notamment qui va être saccadée, où on va souffler qu'à la fin de chaque poussée, et on n'est pas obligé de faire ça si on est en 3 temps, ça peut être je bloque le premier, je souffle en continu tranquillement sur le deuxième, et je souffle plus fort sur le troisième. Bref, les mix, au niveau des expirations, sont, on va dire, infinis. Et ce qu'il faut, c'est trouver l'expiration qui nous convient par rapport au rythme et dans la situation dans laquelle on est. Et donc quand je parle de stress, forcément, il y a tout le monde qui est autour sur un départ ou quand on passe les bouées, mais il y a aussi le mode froid. Ça veut dire que si l'eau, elle est fraîche, il faut absolument encore contrôler son expiration encore plus parce que le corps se mettra aussi en état d'alerte, ce qui permet tout simplement de bien gérer son exposition au froid. Et dernier point pour ceux qui se demandent, c'est normal d'inspirer un peu plus souvent. Si on est en 3 temps en bassin, peut-être qu'on passera sur du 3-2 ou du 2 temps en eau libre. Il n'y a aucun souci, c'est tout à fait normal et logique là-dessus. Ok, c'est quelque chose que je constate et que moi-même je vis quand je vais nager. C'est tout à fait logique. L'eau est souvent aussi un peu plus fraîche comme je disais. Ça nécessite des inspirations un peu plus régulières et également des expirations un peu plus fréquentes. Et donc tout à l'heure, je parlais de monde. Pour le passage des bouées, c'est là où beaucoup de monde se concentre dans un petit périmètre et c'est là où il faut bien gérer
son stress, son expiration avant le passage de la bouée, et bien se remettre correctement justement après le passage de la bouée pour se ressouffler, on va dire ça comme ça, ou en tout cas empêcher de rester trop essoufflé parce que c'est normal de s'essouffler à ce moment-là un peu plus. J'ai des élèves, ils passent carrément en brasse pour bien regarder et il n'y a aucun souci là-dessus. Si on a du mal en fait à lever la tête pour voir où on est, l'important c'est l'orientation et de faire le moins de distance possible par rapport à la bouée, de nager le plus possible en ligne droite, même si ça sera jamais le cas à 100%, mais c'est pas gênant. Et justement, plus on est loin de la bouée, plus on va pouvoir regarder devant le moins souvent possible. Quand je dis le moins souvent possible, ça peut être tous les 6, tous les 8, même tous les 10 si on est très loin, tant qu'on arrive à conserver sa trajectoire. Là encore, ça dépend des gens, ça dépend de l'entraînement que l'on a. Et plus on se rapproche de la bouée, plus il va falloir regarder souvent et finir à regarder tous les 2 mouvements à chaque inspiration justement pour ajuster sa trajectoire le plus possible jusqu'au passage de la bouée. Et forcément, là aussi, si la cadence elle augmente à ce moment-là, c'est tout à fait logique et tout à fait normal, notamment s'il faut faire un virage à 180 degrés où là les mouvements vont se raccourcir pour encore une fois aussi ajuster sa trajectoire jusqu'au dernier moment, jusqu'au passage de la bouée. Et donc la meilleure technique, ça serait d'abord de lever la tête et de ne sortir que les yeux et éventuellement le nez pour regarder où on est, en tout cas dans le meilleur des mondes, et ensuite de regarder sur le côté et d'inspirer en fait à ce moment-là. Ça, c'est l'optimal, mais même si on regarde devant et on inspire au même moment, à partir du moment où on arrive à bien s'orienter et à voir où on est, c'est là où ça va être le plus important. Peu importe après si on inspire quand on regarde devant en même temps ou si on s'est entraîné et qu'on arrive à le faire après en regardant, en mettant la tête sur le côté juste avant de se réimmerger, repasser sous la surface de l'eau. Et pour faire la transition à quand il y a des conditions, quand il y a de la houle, quand il y a un peu de vague, forcément là, le moment où il faut regarder, c'est au sommet de la vague s'il y a des bons creux. Pour tout simplement voir mieux, parce que si on est dans le creux de la vague, qu'on regarde devant, on va se prendre la vague dans la tête et on va pas voir où on est. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut faire s'il y a une légère houle, comme ça peut être souvent le cas plutôt qu'une grosse houle, ça va être d'inspirer côté opposé à la houle. Donc si la houle m'arrive sur mon côté gauche, je vais inspirer du côté droit. Et vice versa, si elle arrive du côté droit, je vais inspirer du côté gauche. Donc ça nécessite aussi d'être à l'aise en respirant, en inspirant des 2 côtés. Et l'inspiration, elle part du roulis parce qu'un corps qui se met plus sur le côté, on a beaucoup moins besoin de tourner la tête derrière pour réussir à inspirer. Et souvent, quand il y a un côté qui bloque, qu'on n'arrive pas à inspirer, c'est souvent que c'est un manque de roulis, donc un manque d'engagement si c'est à gauche du bras droit loin devant et un manque de dégagement de l'épaule gauche. Deuxième chose, s'il y a un peu de houle, ça va être d'adapter ses retours aériens. Si on a un retour aérien qui est proche de la surface de l'eau avec les mains, il va falloir tendre un peu plus le bras, passer un peu plus en mode bras tendu pour que on se prenne pas la main dans les légères houles, les légères vaguelettes. Et donc un dernier conseil par rapport à la houle, sûrement le plus important, ça va être de chercher à adapter sa cadence, sa fréquence de bras, justement à la fréquence de la houle. Parce qu'à chaque fois qu'une vaguelette ou qu'une vague, peu importe selon la hauteur de la houle et sa puissance nous percute, ça va nous freiner, ça va voir nous arrêter si la houle est assez intense. Et ce qu'il faut, après à chaque fois, le moment où la vaguelette nous percute, nous rentre dedans, ça va être de chercher à se réaccélérer, donc à tirer l'eau avec ses bras pour recréer de la vitesse et ainsi de suite. Et c'est là où l'augmentation de la cadence est intéressante à travailler, c'est dans ces conditions-là. C'est parce qu'un nageur d'amplitude, il va avoir du mal, s'il n'a jamais travaillé, à se caler sur une fréquence plus élevée que ce qu'il a l'habitude de faire. Alors qu'un nageur qui est en cadence, lui, il va avoir beaucoup plus de facilité dans ces conditions-là parce qu'il y est habitué naturellement et c'est sa cadence de nage normale. Sur ce, je te souhaite de belles sessions de nage en eau libre ou de belles courses. Et si ça t'intéresse de participer à un des swim treks que j'organise en Grèce ou ailleurs, je te laisse regarder en description.